Ce que tu vois derrière moi, c'est la lagune Ébriée et on est à Abidjan, terre d'opportunités. L'Afrique, c'est un continent dans lequel il y a énormément d'opportunités. Je suis ici parce que je suis venu visiter un terrain qui est vendu en ce moment même. Et il y a une série de terrains d'ailleurs qui sont en vente. Et imaginez la beauté de la vue que vous avez ici derrière. Si vous bâtissez ici un bel immeuble ou alors même un hôtel. On est déjà au sommet d'une colline et qui donne sur une lagune à l'extérieur. C'est juste époustouflant. Et ça, c'est ce que l'on peut trouver en Afrique de nos jours. Mais j'ai envie de te parler d'autre chose dans cette vidéo. Le potentiel et autres, on en parlera dans d'autres vidéos parce que j'ai à cœur d'aborder une thématique structurante pour le développement économique de notre communauté. Et pour cela, je vais te lister quelques noms. Et j'ai vraiment besoin de toute ton attention. Peut-être que certains d'entre eux, tu les connais. Et pour d'autres, tu ne les connais pas. Mais ce que je vais te lister maintenant, c'est simplement quelques personnalités indiennes qui sont directeurs de grandes boîtes américaines. Et ensuite, on va en parler pour comprendre comment ces Indiens ont fait aujourd'hui pour conquérir la tête, le sommet des plus grandes entreprises américaines. Sundar Pichai, d'Alphabet, Parag Agrawal, Twitter, Satya Nadella, Microsoft, Shantanu Narayen, Adobe, Arvind Krishnan, IBM, Raj Subramaniam, FedEx, Lina Nair, Chanel, CS Venkatakrishnan, Barclays, Sonia Singhal, Gap, Laxman Narishaman, Starbucks. Ce ne sont là que quelques noms de dirigeants indiens qui sont à la tête des plus grandes entreprises américaines dans le monde. Pourquoi ce ne sont pas des Africains qui sont à ces postes? Et pourquoi ce sont des Indiens? On en parle dans cette vidéo et ça va faire mal. Mais il faut qu'on se dise quelques vérités parce que sinon, les choses ne vont pas changer. C'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simon. Ici, je te parle de business d'argent parce que c'est concrètement grâce à ça qu'on va développer notre communauté. Si toi aussi, tu as envie de bâtir des projets structurants importants et super rentables en Afrique, tu es au très bon endroit. Tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Et puis, si tu as envie d'avoir des stratégies concrètes, des pépites, je t'invite le 8 octobre à Paris pour une journée de formation spéciale Back to Africa, au cours de laquelle je vais partager avec toi ainsi que mes invités les opportunités qu'il y a à saisir en Afrique maintenant et que tu ne dois absolument pas rater. Pour cela, j'ai invité Tion Nyang du Sénégal qu'on ne présente plus. Il a quitté les États-Unis parce qu'il avait vu les pépites qu'il y avait en Afrique et au Sénégal en particulier. Et aujourd'hui, il s'épanouit très clairement dans ce pays-là. Mais j'ai aussi invité Aïté Maureen de Côte d'Ivoire qui a quitté Paris, elle, pour venir en Côte d'Ivoire bâtir Nanawax, autour duquel elle est en train aujourd'hui de se diversifier, notamment dans l'immobilier. Pour ceux d'entre vous qui veulent bâtir de gros projets industriels, j'ai aussi pensé à vous. Voilà pourquoi j'ai invité mon mentor, Bertrand Tchofo, qui viendra vous expliquer comment, avec peu de moyens, on peut bâtir quelque chose de grand en Afrique. D'autres invités, bien évidemment, seront aussi présents. Bref, la journée va être riche et intense. Dans la barre de description, réservez vos places. Il y en a clairement plus beaucoup. Revenons donc au sujet du jour. Comment expliquer qu'une communauté comme la communauté indienne, qui est arrivée aux États-Unis bien après les Noirs et bien après les Africains, aujourd'hui se retrouve à régner en maître dans plusieurs secteurs, comme ceux que je viens de citer en amont? Parce que je pense que les Indiens ont compris un certain nombre de choses qu'ils ont mis en application, que nous les Africains, nous n'avons pas compris et que nous n'appliquons pas. Par contre, si nous appliquons les 3 stratégies qu'on va voir dans cette vidéo, je peux vous garantir que dans les 50 prochaines années, on va avoir une razzia authentique. Le premier manquement, c'est l'absence d'orientation familiale. J'ai discuté récemment aux États-Unis avec un très bon ami à moi qui a fait le MIT et qui était donc entouré d'étudiants qui ont fait Harvard, MIT, ainsi de suite. Et il me disait que l'une des choses qu'il a constatées, c'est que toutes ces personnes, quasiment toutes, étaient là parce que leurs parents avaient planifié leur succès depuis petit. Oui, vous avez bien entendu. Leurs parents avaient pensé depuis très tôt que leurs enfants devaient intégrer ces écoles. Et puis, ce qui est drôle, c'est que pour certains d'entre eux, leurs parents ne savaient même pas forcément ce que c'était, ce que ça impliquait. Il me dit par exemple qu'il avait un parent, un collègue coréen qui avait intégré ces écoles-là. Et pour lui, sa mère savait juste qu'il fallait que son enfant intègre Harvard ou MIT. Il dit que sa mère n'est même pas capable de dire ce que son fils fait là-bas. Mais elle savait juste qu'il fallait que son fils intègre ces écoles parce que c'est là-bas que les dirigeants du monde vont. Et je me suis dit, mais waouh, quelle vision! Nous, dans la communauté, je n'ai pas vu beaucoup d'Africains se poser ce genre de questions. Quand les Africains arrivent quelque part, malheureusement, ils se fondent dans la masse
et ne se posent pas les bonnes questions. Or, les Chinois, par exemple, se les posent. J'ai connu l'histoire d'une Chinoise qui a tout fait pour habiter dans le 16e arrondissement parce qu'elle voulait que ses enfants intègrent les meilleures écoles de France, fassent les meilleures écoles préparatoires pour après entrer à Polytechnique et autres. Et c'est ce qui s'est passé. Elle avait accepté de vivre dans une petite chambre de bonne pendant des années parce qu'elle voulait que ses enfants aillent dans ces écoles-là. Donc, vous voyez que ces communautés-là ont un réflexe très simple. Quand ils vont quelque part, ils se posent une question simple. Où sont les meilleures écoles qui forment l'élite du pays et ils font tout pour que leurs enfants intègrent ces écoles-là. Dans la communauté, nous n'avons pas du tout ce souci. Bien souvent, nous sommes tellement contents déjà d'être arrivés en Europe que, voilà, on envoie nos enfants là où on trouve un lieu pour eux. Et ça, bien évidemment, ça entraîne que dans notre communauté, et on va parler de ce sujet qui est très blessant, beaucoup de personnes dans la communauté abandonnent les classes très tôt. Beaucoup de personnes. Ça, j'ai remarqué ça quand je regarde les enfants africains nés dans la diaspora. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans mon école, par exemple, d'ingénieur, je connaissais un seul noir africain qui était né en France. Un seul. Le reste des Africains qui avaient dans toute l'école d'ingénieur venaient d'Afrique. Toutes. Et à chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un d'études, je me suis rendu compte que s'il était allé loin dans les études, malheureusement, il venait d'Afrique. Les gens qui viennent des Antilles et les gens qui sont nés en France ou même aux États-Unis, bien souvent, arrêtent leurs études très tôt parce qu'ils disent qu'ils veulent commencer à gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais alors je dis ceci bien évidemment avec beaucoup de respect, hein, ce n'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit, mais je constate quand même que beaucoup d'entre nous, de ceux qui sont nés en Europe, ne vont pas loin dans les études. Ils arrêtent très tôt au bac, bac plus 2, bac plus 3 maximum. J'en connais très peu qui sont allés en bac plus 5. Beaucoup d'entre eux ont pris des filières, alors ça on sait pourquoi, des filières comme les filières pour devenir infirmier et autres, mais très peu sont allés pour devenir docteur, chirurgien, ainsi de suite. Alors, je dis bien pour la partie médecine, on sait bien ce qui s'est passé, hein, bien évidemment avec les Antilles. Mais il y a ce constat-là, c'est que nous n'allons pas loin dans les études. Ce qui me fait souvent mal, c'est quand je vois des gens de la communauté être très contents de dire « Oh, je touche 1500 euros, 1600 euros, 1700 euros », avec beaucoup de fierté. Ok, d'accord. Bon, mais je pense que c'est l'un des problèmes. Il y a eu au niveau des parents, et je ne me moque pas des parents, je ne les critique pas, je constate juste que les parents, peut-être parce qu'ils étaient très occupés par le boulot, n'ont pas eu cette stratégie d'orientation académique pour leurs enfants. Et donc, ça a fait que les enfants eux-mêmes ont, pour beaucoup d'entre eux, fait des choix et bien souvent ne sont pas allés très loin dans les études. Donc, je pense que le premier point qui est très important, et qu'il faut vraiment souligner très clairement, c'est le manque d'orientation. Et à notre niveau, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change clairement ça. Je vais vous donner un exemple très pratique. Hein. Moi, quand je vais habiter quelque part, clairement, la première question à laquelle je dois répondre, c'est où sont les meilleures écoles du pays? Je ne choisis pas mon lieu d'habitation sur la base de n'importe quel critère. Je veux savoir où sont les meilleures écoles du pays. Les écoles qui forment l'élite. Et je veux habiter à côté. Bon, il se trouve que généralement, vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont bourgeoises habitent à côté des écoles d'élite. Remarquez bien souvent, je parle des écoles primaires, écoles au collège, ainsi de suite, parce que généralement, les universités sont construites dans des zones un peu retirées. Mais pour ce qui est des centres-villes, vous allez vous rendre compte qu'autour des bonnes écoles, vous allez avoir des familles assez nanties. Parce qu'ils ont réfléchi comme ça. Où sont les bonnes écoles? Et c'est là qu'on vient habiter, à côté. Or, nous n'avons pas cette logique-là. Nous allons habiter dans un endroit le moins cher. Et comme nous avons choisi l'endroit le moins cher, nous sommes parfois parqués dans des HLM. Et de là, on fait grandir des enfants dans un cadre qui peut être difficile. Ce qui m'amène au deuxième point. Nous choisissons les mauvais quartiers. Je me rends compte que le principal critère de choix des quartiers pour les gens de la diaspora, c'est le prix. On choisit juste le prix. Alors attention, quand tu es encore seul, célibataire ou alors même que vous êtes juste marié à deux ou que vos enfants ne vont pas encore à l'école, ça fait sens de choisir un quartier parce que tu veux épargner. Moi-même, je recommande de faire ça. Mais quand tu commences à avoir des enfants et que tu veux les envoyer à l'école, tu ne peux plus les envoyer simplement à l'école parce que c'est l'école du quartier. Ça, c'est une erreur fondamentale. Tu dois pouvoir te poser la question, quelles sont les meilleures écoles du pays et comment faire pour que mes enfants entrent dans ces écoles? Parce que vous allez vous rendre compte que ces écoles-là sont très sélectives et ont des processus pendant de très longues années. On va te demander des notes qui remontent à très longtemps. Qu'est-ce que tu as fait X, Y, Z? Oh, quand tu sais déjà
que je veux que mon enfant intègre Harvard, je veux que mon enfant intègre le MIT. Eh bien, tu dois te poser la question, qu'est-ce que ces écoles regardent? Qu'est-ce qui va démarquer un candidat par rapport à un autre? Et tu t'arranges simplement à ce que tes enfants suivent ce cursus. Aussi simple que ça. Et les parents qui ont cette démarche réussissent à la fin. Or, nous, comme je disais, on néglige les quartiers. Et j'ai discuté avec une dame il y a 3 jours, celle qui m'a suscité ce sujet. Elle a fait un doctorat. Et elle vient de parents qui sont venus en France. On avait cette discussion et elle m'a dit, Philippe, tu négliges un point qui est même peut-être encore plus important que le manque d'orientation des parents. Elle dit, moi, par exemple, mes 2 parents sont docteurs. Tous les 2 ont des doctorats. Par contre, dans tout le quartier, je ne connais que 8 personnes qui ont fait des études supérieures. 8 personnes, garçons comme filles. Je dis, mais comment ça? Elle me dit, je n'en connais que 8 qui ont fait des études supérieures. Je dis, waouh, waouh, 8. Et elle dit, parmi les 8, il y en a 4 de ma famille. Tu imagines? Parmi les 8, il y a 4 de sa famille. Je dis, mais comment ça se fait? Elle me dit, parce que Philippe, tu négliges l'importance du voisinage. Elle me dit, moi, quand j'étais petite, je rêvais de devenir une chanteuse, alors que mes parents étaient docteurs et que je passais mon temps à lire des livres à la maison. Mais mes copains, copines à l'école, mes copains, copines de banlieue m'amenaient dans des délires. Et je rêvais de devenir une chanteuse. Je voulais être Alicia Keys, je voulais être Beyoncé, tout ce que tu veux. Mais c'était de ça dont je rêvais. Aujourd'hui, elle fait des trucs scientifiques assez poussés. Mais elle dit, à l'époque, je ne rêvais que de ça. Parce que ça, c'est le poids du quartier et de l'influence. Et ça, aucun parent ne peut lutter contre ça. Le seul moyen de lutter contre ça, c'est de déménager. Je me suis dit, mais en fait, elle a raison. Elle a raison. Non seulement, et vous voyez que les choses se cumulent. Parce que tu es allé dans un endroit qui était le moins cher. Tu as donc exposé tes enfants à avoir pour amis, excuse-moi, mais les fils et les filles de racailles. Les gens qui fument de la drogue, qui vendent de la drogue, parce que c'est souvent ça, malheureusement. Quand ton enfant grandit dans un quartier dans lequel les enfants à côté vendent de la drogue, quel cadre penses-tu qu'un enfant qui vit dans une famille dans laquelle on vend de la drogue peut avoir? Quel cadre? Quel cadre? Forcément un cadre qui n'est pas bon. Donc, le deuxième élément que l'on devrait considérer avec beaucoup de soin, c'est l'endroit où tu habites. L'endroit où tu habites. Autant je dis il faut faire des économies, autant je dis il faut pouvoir se poser les bonnes questions. Si l'endroit où tu habites a des écoles qui ne sont pas bonnes, c'est pas grave. Sacrifie-toi et prends un bus. Je connais des parents qui vont déposer leurs enfants dans d'autres villes pour que leurs enfants aillent fréquenter là-bas. Parce qu'ils savent quelle est l'importance d'avoir un enfant qui est dans une très bonne école. Et ça, c'est un deuxième point qu'on néglige. Et sans ça, bien évidemment, on ne peut pas s'en sortir. Les Indiens, ils sont... Tous mes amis qui ont fait les grandes écoles américaines me disent que c'est bourré d'Indiens. Tu vas à Harvard, tu as plein d'Indiens. Tu vas au MIT, tu as plein d'Indiens. Tu vas à Georgia Tech, tu as plein d'Indiens. Ils sont partout et en grand nombre. Pourquoi? D'un, parce que les familles indiennes font beaucoup d'enfants. Et ensuite, ils les envoient à l'école et dans des meilleures écoles. Et donc, au final, même si tous ne réussissent pas, la quantité qui parvient à entrer dans ces écoles est assez importante. Et donc, du coup, au final, tu le vois, tu le ressens sur le marché du travail. Les Indiens frappent aux portes des plus grandes banques et des plus grandes entreprises au monde entier aujourd'hui parce qu'ils sont simplement parmi les plus formés dans ces milieux-là. Le troisième point, on en a déjà un peu parlé, c'est les choix des écoles pour les enfants. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si vous voulez que votre enfant perce, qu'il aille loin, vous devrez nécessairement choisir des écoles d'élite. Très clairement, il ne faut pas se mentir là-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on dit que, oui, mais pourquoi est-ce qu'un noir ne dirige pas la France? Mais un noir ne dirige pas la France parce qu'il n'y a pas beaucoup de noirs qui sont à la table de ceux qui sont potentiellement éligibles pour diriger la France. Aussi simple que ça. On n'est pas assis aux tables auxquelles les décisions se prennent. C'est tout. Aussi simple que ça. Il ne faut pas dire qu'on empêche aux noirs d'entrer à Polytechnique ou d'entrer à l'ENAM ou d'entrer à tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas vrai. Combien vont postuler déjà au départ pour dire je veux entrer là-dedans? Pas beaucoup. Et ça vient évidemment des écoles. Donc j'espère que vous comprenez bien la logique de cette vidéo qui est de dire revoyons notre stratégie. Si nous voulons nous imposer, nous devons regarder les écoles. Mais regardez partout en Afrique, là où les Libanais et les Chinois viennent. Quand ils décident de scolariser leurs enfants, ils vont où? Dans les meilleures écoles. Dans les meilleures écoles, les écoles internationales, pour que les enfants soient bilingues, pour que les enfants apprennent X, Y, Z, pour que les enfants soient pleinement épanouis. Ils investissent dans les meilleures écoles. Ce n'est pas forcément les écoles les plus chères, mais les meilleures écoles. Et je pense que nous aussi, si on veut que demain nos enfants soient parmi ceux qui vont diriger le monde, il faut que l'on prenne les chemins du succès. Que l'on choisisse les bonnes écoles, qu'on choisisse les bons quartiers, qu'on se donne les moyens d'être dans ces quartiers-là
pour que nos enfants aussi soient dans le lot des personnes qui demain pourront être éligibles au succès, ou du moins à atteindre certaines sphères. Moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas que les autres font et que nous ne faisons pas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut clairement faire une différence. C'est parti!